Bonjour, nous nous retrouvons comme promis pour parler aujourd'hui de la Pléiade. En effet, en 1549, un manifeste, Défense et illustration de la langue française, émanant d'un groupe de lettrés réunis autour de Ronsard et portant la signature de Du Bellay, annonce une véritable rupture dans notre littérature. Dans les faits, cette rupture n'est pas aussi prononcée, pas aussi marquée que ne le prétendaient les membres de la Pléiade, mais a au moins le mérite de témoigner de cette éclosion poétique remarquable du XVIe siècle, née au cœur de ce groupe de poètes et qui va véritablement marquer le début de la littérature moderne et en tout cas d'une nouvelle littérature. Ce texte est une révolution dans les lettres. Mais qui sont ces lettrés au nom desquels Du Bellay rédige son manifeste? D'abord, les élèves d'un remarquable professeur de grec, Dora, précepteur particulier de Baïf et de Ronsard, puis principal du collège de Coqueret à Paris dans le quartier latin où Du Bellay rejoint Ronsard. Dora est extrêmement important puisqu'il va leur faire lire des auteurs variés, les habituer à lire le texte lui-même et non pas un résumé ou un commentaire. Il va également leur donner les moyens de comparer le latin et le grec, autant d'acquisitions fondamentales pour le travail sur la langue qu'ils vont bientôt accomplir. Les autres membres du groupe sont des étudiants d'un collège voisin venus se joindre à eux, par exemple La Péruse, Jodelle, puis d'autres encore, Pontus de Thiard, Desautel ou Bello. L'unité du groupe n'est pas celle rigide d'une école à proprement parler ou d'un mouvement structuré, ils sont plutôt réunis autour de Ronsard par une vision commune de la création littéraire. Ce sont des hommes de travail acharnés qui s'intéressent à tous les domaines du savoir et veulent faire une œuvre nouvelle. C'est surtout ça la Pléiade. Et c'est intéressant parce que la Pléiade met en évidence un affrontement terrible entre deux générations. En effet, le climat des années 1550 est comparable à celui d'autres périodes d'affrontements littéraires, d'autres querelles d'anciens et de modernes d'une certaine manière, comme celle du romantisme, par exemple, au XIXe siècle. Et en effet, dans les années 1550, deux générations vont véritablement s'affronter. D'un côté, les anciens, avec comme figure principale un lettré, Thomas Sébillet, qui publie en 1548 un art poétique, et un an plus tard, les modernes, qui vont répondre à cet art poétique de manière très violente avec la défense et illustration de la langue française, qui est un pamphlet véritablement rédigé par Du Bellay. Et entre ces deux traités, c'est assez paradoxal, mais l'affrontement n'est pas aussi marqué qu'il n'y paraît, puisque on retrouve un certain nombre de points communs, qui ont passablement été masqués justement par la violence de la polémique de Du Bellay. Quels sont ces points communs? Le premier, c'est de défendre la langue française. En effet, depuis le début du siècle, les écrivains cherchent de plus en plus à donner à une littérature écrite en français ses lettres de noblesse. Le latin demeure en effet en France la langue des deux grandes institutions qui détiennent le pouvoir et le savoir, à savoir l'Église et l'université, notamment la Sorbonne à Paris. Rabelais déjà avait critiqué dans ses œuvres les faux savants cachés justement derrière la protection de leur jargon latin. Ils s'en étaient déjà pris, nous l'avions vu, aux auteurs de la Sorbonne, aux professeurs de la Sorbonne, à toutes ces personnes, à l'image de Janotus de Bragmardo, qui prétendent connaître alors que finalement ils parlent pour ne rien dire. Marot avait également traduit des textes de Virgile, ainsi que des psaumes, et il n'était pas le seul à l'avoir fait. Le but étant, à travers cette traduction, de rendre accessible à la fois la littérature elle-même et la prière à un plus grand nombre. François Ier lui-même avait mené une politique plutôt en faveur du français, qui a abouti, vous le savez, nous en avions déjà parlé, en 1539, à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose la langue nationale dans tous les actes officiels. Ainsi, le français remplace progressivement le latin. Et si en 1549 la bataille du français est gagnée, il reste surtout à démontrer ses qualités, c'est ça qui est important, et surtout à l'illustrer. Donc le premier point commun, ça va être de défendre la langue française et d'en assurer la promotion. Deuxième point commun, s'inspirer des anciens. En effet, tous les écrivains du XVIe siècle sont bien persuadés de la beauté de la littérature antique, grecque et latine. C'est en elle que l'on va chercher les arts poétiques. Les ouvrages de réflexion sur l'écriture, la composition d'une œuvre, son sujet. Grâce aux travaux d'édition des humanistes, ces textes théoriques latins et grecs sont désormais lus, médités, adoptés.
Et nourrie de cette tradition, la littérature italienne des 15 et 16e siècles apparaît également comme un autre modèle pour les écrivains français. Marot avait d'ailleurs commencé l'adaptation en français de formes poétiques grecques, latines et italiennes. Les poètes lyonnais, dont on a parlé la dernière fois, avec Maurice Sèvres, Louise Labbé et bien d'autres, comme Pernette Duguier, vont eux aussi participer à une sorte d'acclimatation du design italien et puiser leur inspiration dans Pétrarque. Donc on est véritablement dans une reprise finalement de ces textes antiques, de ces auteurs antiques et italiens, pour s'en inspirer et pour s'approprier cet art. Mais là où des éléments de rupture apparaissent entre les anciens et les modernes, c'est bien au niveau de la notion de modèle. Pour les jeunes poètes qui ont choisi Du Bellay comme porte-parole, il n'est pas acceptable de se référer à Marot, mort en 1544, comme le fait d'ailleurs Thomas Sébillet. Et c'est là véritablement qu'apparaît cette première tension. Thomas Sébillet et les anciens considèrent Marot comme un précurseur. Les poètes de la Pléiade le dénigrent totalement. En effet, dans leur volonté d'apparaître comme une nouvelle école poétique, ils vont inévitablement oublier de rendre à Marot la part d'invention qui est la sienne, en l'assimilant, un peu faussement d'ailleurs, aux poètes du Moyen Âge. D'un trait de plume, ils vont le condamner, ainsi que tout ce qui a été écrit avant eux en français. Les épigrammes, les élégies, les satires, les églogues que Marot avait pourtant adaptés des auteurs latins doivent être abandonnés, comme doivent l'être aussi les genres les plus anciens, rondeaux, ballades et chansons. Quant aux modèles antiques ou italiens, il ne s'agit pas de les traduire en français. Ce n'est pas le but. Il faut les imiter pour rivaliser avec eux, afin de les surpasser, mais en français. On doit donc se nourrir de ces modèles non pas pour les reproduire à l'identique, mais pour inventer dans notre langue une littérature qui n'ait rien à envier aux autres langues. C'est ça bien qui est en évidence ici. Ce refus de ce qui a été fait précédemment, Marot y compris, qui marque cette rupture. Mais l'idée, c'est pas de reprendre pour copier, c'est de reprendre pour faire mieux, pour surpasser, pour avoir en français ce que l'on a en grec ou en latin, des œuvres extraordinaires, mais peut-être même encore plus importantes que les œuvres antiques. Autre opposition, autre élément de rupture, cette idée de défense de la langue française. Les poètes de la Pléiade, en effet, veulent montrer les capacités du français à devenir une langue poétique. Ils vont donc chercher à enrichir au maximum le langage poétique en diversifiant les registres du vocabulaire. Ils font par exemple des emprunts à la langue française des siècles passés, aux dialectes régionaux, au langage technique de l'agriculture, de la chasse, de la marine, de l'orfèvrerie. Et en même temps, ils vont inventer en fabriquant des néologismes. D'un nom, par exemple, on fait un verbe. Le mot seigneur devient le verbe seigneuriser. D'un adjectif ou d'un adverbe, un nom. De deux noms, on en fabrique un seul. On va jouer sur les diminutifs, sur les préfixes, sur les suffixes. Et ce travail suppose une parfaite connaissance des mécanismes par lesquels une langue évolue et s'enrichit. On ne peut pas créer une langue à partir de rien. On ne peut pas simplement définir des nouveaux mots parce que ça nous plaît. On est obligé de s'appuyer sur l'existant pour remodeler la langue, sans quoi le peuple ne la parlera pas. Donc toute la réflexion humaniste va véritablement se développer depuis le début du siècle et va préparer ce travail qui va être repris par la Pléiade et qui va faire en sorte justement que la langue évolue. Et à ça s'ajoute aussi la nécessité de démarquer le langage poétique de la langue courante, car la poésie dit par exemple moins, mais suggère beaucoup plus. Elle exalte, elle évoque. Donc on va de plus en plus utiliser les figures de rhétorique, comparaison, métaphore, périphrase, hyperbole, et le recours à la mythologie, aux grandes figures historiques également. Il ne s'agit pas simplement pour l'auteur d'orner une œuvre de référence érudite, il ne s'agit pas de faire beau, mais il faut nourrir sa pensée des grands mythes antiques, de se référer à l'histoire grecque et romaine, d'utiliser comparaison et images, mention à tel ou tel héros mythique, en tant que symbole, qui permettent à l'écrivain de dépasser les simples mots. Les poètes de la Pléiade vont donc inventer une nouvelle langue poétique. C'est ça qui est important aussi. Et si les principes énoncés dans la défense et illustration de la langue française ne sont pas aussi nouveaux que le texte lui-même le réclame, ce qui fait la vraie révolution littéraire à l'époque sont les œuvres directement nées de ces propositions. Des œuvres majeures sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard lorsque nous parlerons notamment des regrets et des amours. Les inventions de la Pléiade sont donc nombreuses.
Dans le domaine de la poésie, les membres de la Pléiade vont condamner les genres qui ont existé avant eux, ce qui nécessite forcément de les remplacer par des genres nouveaux. Ils vont inventer l'Ode, qui est un poème en strophes imité de Pindare et d'Horace, imposé par Ronsard dès 1550. L'épopée, long poème dont le sujet est emprunté à la tradition nationale, comme l'hymne, qui exalte la grandeur d'un héros, d'une idée. Le discours, enfin, qui permet de traiter de l'actualité. C'est aux membres de la Pléiade que l'on doit aussi la consécration du sonnet. En effet, au départ, le sonnet est un genre poétique, celui du poème amoureux. Et avec les poètes de la Pléiade, il va rapidement devenir une forme poétique qui se prête à toutes sortes de sujets. Et les règles de composition du sonnet, métrique, jeu de rime, sont établies par Du Bellay et Ronsard, qui en font immédiatement l'une des formes les plus remarquables de la poésie française. Enfin, je l'avais déjà évoqué, concernant le théâtre, il est lui aussi en voie de transformation. La tragédie passe du latin au français, se divise en 5 actes, et tend peu à peu vers la règle des 3 unités que vous connaissez certainement, et que l'on retrouvera dans le théâtre classique. La comédie elle-même tente aussi certains auteurs, mais n'aboutit pas vraiment, parce qu'elle est, bien qu'elle soit écrite en français, euh, dans l'ombre d'une certaine manière de la comédie latine jouée dans les collèges, et surtout parce que l'imitation de Plaute et de Terence ne suffit pas à donner à ces œuvres des ressorts aussi efficaces que ceux qu'on retrouve notamment dans la farce traditionnelle. Donc dans le domaine théâtral, ces auteurs des années 1550 n'atteindront jamais la perfection de la poésie. Il s'agit donc d'une nouvelle ambition poétique. Avant d'entrer spécifiquement sur l'analyse de certaines de ces œuvres et de ces auteurs, revenons quelques instants à la Pléiade elle-même. En effet, selon la mythologie, les Pléiades, c'est les 7 filles d'Atlas, qui sont ensuite devenues des constellations. De là vient le nom de la Pléiade, donné à un groupe de 7 poètes d'Alexandrie, sous Ptolémée Philadelphe, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ronsard et ses amis vont reprendre à leur compte cette appellation. Et c'est l'histoire littéraire qui va la consacrer. De sorte que l'on aura tendance à voir dans la Pléiade française une espèce de groupe fixe, immuable, de 7 poètes qui travaillent en étroite connivence, animés par la même inspiration, visant le même but, quelque chose comme une école ou un mouvement. En réalité, l'appellation commune pour désigner la génération poétique qui se reconnaît dans la défense et illustration de la langue française, c'est pas le mot Pléiade. C'est celui qui va se retrouver dans les premières œuvres de Du Bellay et de Ronsard, à savoir la notion de brigade, c'est-à-dire une troupe de jeunes auteurs enthousiastes, qui va être ensuite grossie par une foule d'adeptes et d'imitateurs. Et c'est dans la brigade que Ronsard va se plaire à distinguer quelques auteurs, quelques poètes particuliers, une espèce de pléiade un peu supérieure aux autres. Et c'est de là que vient le nom de Pléiade finalement, à l'origine d'une simple liste, avec des personnages assez variables d'ailleurs. Vous en avez ici quelques noms, quelques portraits, Ronsard et Du Bellay bien évidemment, mais également tous ces autres qu'on a évoqués précédemment. L'objet, comme je vous l'avais évoqué précédemment, c'est l'imitation. L'essentiel, c'est le culte commun des lettres antiques, la volonté de lutter contre le monstre ignorance et de rénover les formes afin de réactiver les mythes, notamment ceux qui concernent la poésie elle-même, placée à part au-dessus de tous les autres genres littéraires. Le goût d'une écriture savante, sinon érudite ou obscure, nourri de la libre imitation des anciens et des modernes, néo-latin et italien, est essentiel. On s'entre-imite. Et d'ailleurs, ça devient souvent difficile au sein de la brigade, puisque la plupart en viendront à imiter surtout Ronsard. Et à partir de là, on aura de la peine à savoir finalement qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est une œuvre à part entière, qu'est-ce qui n'est qu'une imitation. D'où la nécessité de variété. Dans l'imitation des poètes, qui se prennent d'amour les uns pour les autres d'une certaine manière, mais aussi pour la langue, qui se dévorent, se traduisent, se démarquent parfois, s'efforcent de reproduire dans des cadences différentes, dans des rythmes différents, dans des mots différents. Le but, c'est pas d'organiser quelque chose d'harmonieux, un concert d'esprit raisonnable, de classique, mais véritablement de poursuivre un certain souci de variété, d'explorer tous les genres, tous les styles, haut, moyen et bas, et surtout de ne jamais s'en tenir uniquement à l'imitation, comme on l'avait évoqué, d'un seul auteur. Même si c'est Virgile, même s'il est prestigieux. On va mélanger, on va avouer certains emprunts, on va en dissimuler d'autres. On va exploiter les ressources du grec et du latin en même temps, du latin antique comme du néo-latin et de l'italien. Il va y avoir un véritable jeu autour de cette démarche,
et toujours une certaine jubilation, une certaine joie, un certain appétit auprès des poètes pour se réinventer sans cesse, pour s'approprier le texte d'autrui, le réécrire, le recréer. On est dans cette idée d'inspiration, de fureur divine d'une certaine manière. Et tous ces poètes sont des bourreaux de travail qui ne se fient pas à la seule nature, en quelque sorte, métaphore de leur amour de la langue et du monde fantastique que la langue arrachée à son usage ordinaire permet de créer, mais bien plus vont s'abandonner également à l'imaginaire. Ainsi, la Pléiade devient un mythe créé par ces poètes, par le premier d'entre eux, pour obtenir une ambition commune. À l'origine, deux groupes, celui du collège de Coqueret, Ronsard, Baïf, du Belay, sous la férule de Dora, celui du collège de Boncourt, Jodelle, Bello, La Péruse, qui vont, eux, suivre les cours de Muret, et qui vont ensuite fusionner en 1553 lors de la représentation de Cléopâtre captive de Jodelle. Et la Pléiade, à partir de là, qui comprend Ronsard, Baïf, du Belay, Jodelle, La Péruse, qui va ensuite être remplacé par Bello après sa mort, qui va annexer Pontus de Thiard, héritier platonicien de l'école lyonnaise, Pelletier du Mans ensuite, initiateur de Ronsard, et tardivement Jean Dorat lui-même, le vieux maître de Ronsard, qui est un poète pourtant néo-latin, va sans cesse s'enrichir du vivier poétique qui gravite autour d'elle, et on va retrouver bien d'autres auteurs, Grévin, Magny, Denisot, La Taille, des Hôtels, qui vont apporter chacun une inflexion particulière à l'ambition initiale. Très vite, Ronsard va acquérir une stature écrasante, forcément, il va porter un certain ombrage à ses rivaux. Et la doctrine va varier suivant les genres abordés. Surtout que l'histoire va finir par s'en mêler avec les guerres de religion, comme évoqué précédemment. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est l'œuvre elle-même, la plus haute idée de la poésie défendue par ces auteurs. Peu importe qu'ils s'en déclarent capables ou au contraire indignes. Ces ambitions les obsèdent, et ce qui est en jeu, c'est la gloire, puisque à travers leur œuvre, à travers la poésie, à travers ce désir de création, c'est bien l'immortalité qui leur est définitivement acquise. Et aujourd'hui encore, on parle d'eux parce qu'ils ont marqué la littérature définitivement de leur empreinte, de leur talent. Voilà donc ce que nous pouvions dire de la Pléiade. Nous arrêtons ici aujourd'hui. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et nous nous retrouverons tout prochainement pour parler de Joachim du Bellay et des regrets. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.